Vous savez, il y a des moments dans la vie où tout bascule en quelques secondes. Des moments où le monde que vous croyez connaître, le monde dans lequel vous avez investi 3 décennies et demie, vous glisse entre les doigts comme du sable. C'est ce qui m'est arrivé un jeudi matin de novembre, à Lyon, dans une petite salle de réunion au 3e étage du siège de Leclerc Industries. Je m'appelle Philippe Ducasse, j'avais 57 ans, j'étais un homme habité par la routine, par la certitude que le lendemain ressemblerait à la veille. Et puis non, tout a changé en 10 minutes. Permettez-moi de vous raconter cette histoire, pas parce que c'est une histoire de revanche, non, mais parce que c'est une histoire sur ce que cela signifie réellement de connaître quelque chose, de vraiment connaître quelque chose, et sur ce que cela signifie quand le monde décide que votre connaissance n'a plus de valeur. J'étais à la tête du département des opérations chez Leclerc Industries depuis maintenant plus d'un tiers de siècle. Vous imaginez, 35 ans. Pas dans une petite entreprise, bien sûr. Leclerc Industries, c'est une société de fabrication de pièces de précision pour l'aéronautique, basée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des pièces qui finissent dans des avions. Des pièces qui gardent des centaines de personnes en vie chaque jour. C'est l'ampleur de la responsabilité que j'ai portée sur mes épaules pendant plus de 3 décennies. Quand je suis arrivé chez Leclerc Industries en 1989, c'était une toute autre époque. Les ordinateurs avaient des écrans monochromes. Les téléphones portables coûtaient plus cher qu'une voiture. Les fax étaient la technologie du futur. J'étais jeune, j'avais 22 ans, tout juste sorti de l'école technique avec un diplôme en ingénierie et une envie de bâtir quelque chose. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pas seul, bien sûr, mais avec une équipe de 50 personnes, puis 100, puis 200 à son apogée. Nous avons construit un système, un vrai système. Pas juste des processus écrits sur du papier. Non, nous avons créé une culture, une compréhension tacite de comment les choses fonctionnaient vraiment dans cette usine. Vous voyez, le problème avec les systèmes documentés, c'est qu'ils sont incomplets. Un manuel de 100 pages ne peut pas vous dire comment gérer une crise à 3 heures du matin quand une machine tombe en panne et que vous avez une livraison aux Airbus le lendemain matin. Un processus écrit ne peut pas vous enseigner la patience que j'ai développée au fil des années. Il ne peut pas vous montrer comment parler à M. Dupont, notre fournisseur de matières premières depuis 28 ans, quand il fait un problème de qualité. Parce que oui, vous pouvez simplement crier et brandir des contrats, ou vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui parler comme à un ami, parce que vous vous connaissez depuis presque 3 décennies. Et il va tout faire pour rattraper le coup. C'est ça, la vraie connaissance. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut documenter. Au cours de ces 35 ans, j'ai vu la technologie évoluer. J'ai vu les ordinateurs devenir indispensables. J'ai vu Internet révolutionner la façon dont nous travaillions. J'ai adopté chaque changement. J'ai appris l'informatique. J'ai étudié les nouveaux systèmes de gestion. J'ai même pris des cours en ligne pour rester à jour. Mais voilà, j'ai aussi accumulé quelque chose qu'aucun cours ne pouvait vous enseigner. L'expérience, l'intuition. La capacité à lire entre les lignes, à prévoir les problèmes avant qu'ils surviennent, à savoir exactement à quel bouton appuyer pour que les choses fonctionnent. Et pendant tout ce temps, j'ai regardé les générations se succéder. J'ai vu des directeurs généraux aller et venir. J'ai vu des modes managériales se lever et s'écrouler. Mais moi, j'étais toujours là. Philippe Ducasse, l'opération de Man. Celui sur qui on pouvait compter. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui n'était jamais écrit nulle part. Quelque chose que je n'avais jamais vraiment mentionné à beaucoup de gens. C'était mon rôle spécifique dans la certification aéronautique de Leclerc Industries. Vous voyez, fabriquer des pièces pour les avions, ce n'est pas comme fabriquer des pièces pour n'importe quoi d'autre. Il y a une chaîne de compliance, de traçabilité, de certification qui demande une rigueur absolue. Et en 2008, j'avais été personnellement désigné et enregistré par le programme NADCAP, le National Aerospace and Defense Contractors Accréditation de Programme. C'est l'accréditation internationale, l'or pur en matière de certification aéronautique. Mon nom et ma signature figurent sur les documents d'accréditation de Leclerc Industries. Je suis le responsable qualité certifié officiel enregistré auprès des autorités de certification internationale.
Ce n'est pas juste un titre, c'est une responsabilité légale. C'est mon nom qui confère à Leclerc Industries le droit de supplier des pièces à Airbus, à Safran, à Dassault, à tous les grands noms de l'aéronautique européenne. Et ce que peu de gens savaient, c'est que chaque lot de pièces de précision que nous envoyions aux clients aéronautiques devait être accompagné d'un document spécifique, un certificat de conformité. Ce n'est pas un document routinier. C'est un document qui atteste que chaque pièce répond aux spécifications exactes, aux tolérances, aux normes de qualité. Et ce document doit être signé par le responsable qualité certifié enregistré. Moi. Mon nom. Ma signature. Pas quelqu'un d'autre. Pas l'IA. Pas Maxime. Moi. Puis Maxime Arnould est arrivé. C'était en janvier de cette année. Il avait 36 ans, un MBA de HEC, une expérience dans 3 startups technologiques prestigieuses et une vision claire, numériser, automatiser, mettre à jour. Leclerc Industries n'a pas changé depuis 1995, avait-il dit lors de sa première réunion générale. Je me souviens de l'avoir entendu comme une critique personnelle, bien que je sais maintenant que ce n'était probablement pas intentionnel. Quand vous avez passé 35 ans à construire quelque chose, quand quelqu'un vous dit que cela appartient à une autre époque, ça fait mal. Ça fait très mal. Maxime avait mis en place des consultants, des cabinets de conseil venus de Paris pour optimiser les processus. C'est comme ça qu'il l'appelle, optimiser. Comme si ce que j'avais construit avec soin, pierre par pierre, au cours de 3 décennies et demie, n'était que de l'inefficacité qui attendait d'être remplacée par une feuille de calcul. En septembre, le bruit a commencé à circuler. L'entreprise avait investi dans une solution d'IA, une suite logicielle d'intelligence artificielle qui promettait de rationaliser la gestion des opérations, d'éliminer les goulots d'étranglement, d'améliorer l'efficacité de 40%. J'ai lu les documents, très impressionnants sur le papier. Je dois l'admettre. Des graphiques élégants, des projections de revenus, des études de cas d'autres entreprises. C'était séduisant et terrifiant. Parce que j'avais cette sensation viscérale, cette intuition qui m'avait servi si bien pendant 35 ans, me criait que quelque chose ne collait pas. Mais vous savez ce qu'on fait quand on a 57 ans et qu'on a tout donné à une entreprise? On ne se plaint pas. On ne dit pas « Oh, attendez, vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent vraiment ici ». On baisse la tête et on continue. On se dit que c'est probablement une bonne idée, qu'on est juste un vieux dinosaure qui ne comprend pas la technologie. Et puis on va dîner chez soi, à Villeurbanne, on prend un verre de Côte-du-Rhône et on essaie de ne pas y penser. Donc j'ai attendu. Et j'ai continué à faire mon travail. La même façon que je l'avais toujours fait. Avec attention, avec soin, avec l'understanding que des centaines de personnes, que de l'économie, que des vies, dépendaient de ce que je faisais. Et puis il y a eu ce jeudi, le jeudi 14 novembre. J'étais assis à mon bureau, celui que j'avais depuis 2004. Pas un bureau flamboyant, juste un bureau simple, avec une chaise ergonomique que mon médecin m'avait recommandée pour mon dos. Il y avait une photo de ma femme, Françoise, une photo de ma fille quand elle était enfant, et un petit cactus dans un pot que quelqu'un m'avait donné pour mes 20 ans d'ancienneté. 20 ans, cela semblait si long à l'époque. Maintenant, c'était une autre vie. Ma secrétaire, Brigitte, une femme que j'avais recrutée moi-même en 1995, a frappé à ma porte vers 10 heures du matin. Elle avait le visage fermé. Je connaissais Brigitte depuis un quart de siècle. Je pouvais lire ses émotions sur son visage comme sur un panneau. Et ce que je voyais ce matin-là, c'était de la pitié et de la peur. « Monsieur Ducasse, Maxime demande si vous pouvez venir à la salle de réunion numéro 3. » Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste hoché la tête et je me suis levé. Je me rappelle m'être demandé pourquoi Brigitte semblait si préoccupée. Était-ce quelque chose au sujet du dernier lot de pièces? Était-ce un problème avec la production? Au moment où je marchais vers l'escalier, j'avais une légère sensation d'appréhension. Pas de panique, juste une légère tension dans les épaules. Je ne pouvais pas savoir que ma vie était sur le point de changer.
Maxime était assis à la table de réunion. Il n'était pas seul. Il y avait aussi une femme que je ne reconnaissais pas. Une femme qui avait l'uniforme corporatif des ressources humaines. Costume gris, expression neutre. Elle avait avec elle une chemise en carton. Et au moment où je l'ai vue, j'ai compris. Vous savez ce moment? Quand votre corps comprend ce que votre esprit refuse encore d'accepter? C'est celui-ci. « Philippe, assieds-toi » a dit Maxime. Je me suis assis. « Nous avons eu une réunion avec le conseil d'administration la semaine dernière » a continué Maxime. Sa voix était calme, professionnelle. « Et nous avons pris la décision de restructurer complètement nos opérations. » Je ne disais rien. Je regardais juste la chemise en carton. « Tu sais depuis longtemps que tu approches de la retraite » a-t-il poursuivi. « Et honnêtement, nous pensons que c'est le moment parfait pour faire une transition. Nous avons investi dans une suite logicielle d'IA qui peut gérer l'ensemble de ton département. Pas juste les tâches routinières, mais la gestion complète des opérations. L'allocation des ressources, la planification de la production, la gestion de la qualité, tout. » Il s'est penché en avant et c'est là que j'ai vu ce sourire. Ce sourire qui allait m'obséder pendant plusieurs jours. C'était un sourire de supériorité. C'était un sourire qui disait « Je connais quelque chose que tu ne sais pas. Je vais te le montrer et tu seras impressionné. » L'IA va gérer mon rôle, a-t-il dit. Et franchement, tu es redondant. Redondant. Vous avez entendu ça? Après 35 ans, après tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais appris, toute la valeur que j'avais créée, un mot. Redondant. La femme des ressources humaines a poussé la chemise en carton sur la table. À l'intérieur, il y avait une lettre de licenciement, soigneusement imprimée, légalement impeccable sans doute. Elle expliquait que ma dernière journée serait le dernier jour de novembre, un vendredi, qu'il y aurait une indemnité de départ conforme à la loi, que mon contrat de travail était terminé. Fin de l'histoire. Je n'ai pas pris la lettre tout de suite. J'ai juste regardé Maxime. Et j'ai senti quelque chose monter en moi. Ce n'était pas de la colère. Pas exactement. C'était plus profond que ça. C'était une certitude. C'était la connaissance absolue qu'il venait de faire une erreur monumentale. Pas une erreur managériale. Pas une erreur de stratégie d'entreprise. Une erreur cosmique. Une erreur du genre qui change tout. Et alors j'ai souri. C'était un sourire sarcastique, bien sûr. Un sourire qui disait « Tu vas bien rigoler lundi matin ». Et Maxime l'a vu. Je l'ai vu sur son visage. Il y avait une seconde d'incertitude, juste une seconde. Puis il a recomposé son masque professionnel et il a détourné le regard. « Je suis sûr que tu comprends que c'est une bonne affaire pour tout le monde », a-t-il dit. « C'est un changement naturel. Les technologies évoluent. Les entreprises doivent évoluer aussi. » J'ai hoché la tête et j'ai pris la lettre. Je l'ai mise dans mon dossier. Je me suis levé. Et je suis sorti de la pièce sans dire un mot. Brigitte m'a regardé dans les yeux quand j'ai passé son bureau. Elle a ouvert la bouche, probablement pour me demander si tout allait bien. Mais quelque chose dans mon expression l'a arrêtée. Elle a juste fermé les yeux et elle a hoché la tête lentement. J'ai pris ma voiture et je suis rentré chez moi à Villeurbanne. Je me souviens de m'être garé dans le garage, de m'être assis là pendant 10 minutes, simplement à respirer. La lettre de licenciement était sur le siège passager. À travers le pare-brise, je pouvais voir les murs en béton du garage souterrain. C'était gris. Tout était gris. Françoise était à la maison. Elle m'a demandé pourquoi je rentrais plus tôt. Je lui ai montré la lettre. Et elle a pleuré. Ma femme, cette femme extraordinaire que j'avais épousée il y a 32 ans, a pleuré. Pour moi, pour nous, pour la fin d'une époque. Ce week-end-là, j'ai attendu lundi. Et j'ai pas dormi beaucoup. Je me levais la nuit, je regardais par la fenêtre, je pensais à tout ce qui allait se passer. Parce que vous voyez, Maxime pouvait me renvoyer. Il pouvait me dire que j'étais redondant. Mais il n'avait absolument aucune idée de tout ce que je savais. Tout ce que je savais vraiment. Vous voyez, il y a certaines choses dans Leclerc Industries que seul je connaissais. Pas parce que je suis un propriétaire jaloux de secrets. Non. C'est simplement parce que personne d'autre n'avait besoin de les savoir. C'était des choses qui s'étaient développées au fil des années. Des solutions à des problèmes obscurs. Des procédures de sécurité qui n'étaient jamais écrites nulle part.
des relations avec des fournisseurs basées sur une compréhension mutuelle non documentée. Par exemple, il y avait la question du système de refroidissement de la machine à précision numérique. La grande CNC qui coûtait plus de 2 millions d'euros. Elle avait un problème spécifique quand les températures ambiantes dépassaient 30 degrés Celsius. Pas un gros problème, juste une dérive d'environ 3 microns par heure sur l'axe Z. 3 microns. C'est rien pour la plupart des pièces. Mais pour les pièces de fuselage d'avion, c'est critique. Cela viole les tolérances requises pour la certification aéronautique. Et j'avais découvert, il y a presque 10 ans, qu'en ajoutant un ventilateur d'appoint supplémentaire, non pas au système de refroidissement lui-même, mais au transformateur de puissance du contrôleur, oui, au transformateur, vous pouviez réguler la température interne de 3 degrés, assez pour maintenir la précision. Ce n'était pas dans le manuel, ce n'était pas une solution sanctionnée par le fabricant, mais ça marchait. Et j'étais la seule personne qui savait que c'était là que se trouvait le problème réel. Et puis, il y avait M. Dupont, notre fournisseur depuis 28 ans. On lui achète nos alliages d'aluminium et Bosch à lui, des alliages très spécifiques pour nos applications aéronautiques. Il y a quelques années, il y a eu des problèmes de qualité, des alliages qui ne répondaient pas aux spécifications. Pour la plupart des clients, c'était un désastre. Mais pour Leclerc Industries, j'ai découvert que si on soulevait légèrement les tolérances sur la dureté du matériau, mais qu'on maintenait strictement les tolérances sur la conductivité thermique, on pouvait toujours produire des pièces de qualité. Et plutôt que de le poursuivre en justice, ce qui nous aurait laissé sans fournisseur pendant 6 mois, j'ai appelé Dupont. Je lui ai dit « Écoute, j'ai résolu ton problème. Si tu fais ceci, ceci et ceci, tu vas produire un matériau qui fonctionnera pour nous. » Et il a dit oui, parce que je lui parlais comme à un homme, pas comme à un numéro dans une chaîne d'approvisionnement. Ces relations, ces solutions improvisées, ces contournements que j'avais mis en place pour que l'usine tourne véritablement, aucun système d'IA ne les connaissait. Aucun consultant ne les avait documentés. Elles existaient uniquement dans ma tête et dans les têtes de 2 ou 3 personnes qui avaient travaillé avec moi pendant des années. Et j'avais soudain réalisé que lundi, quand je ne serais plus là, l'IA allait essayer de gérer une machine en supposant qu'elle fonctionnait selon les spécifications du fabricant. Elle allait accepter les matériaux de Dupont selon les anciennes tolérances, ou elle allait rejeter ses commandes. Et tout allait s'écrouler. Pas immédiatement, non. Peut-être pas tout d'un coup. Mais ça allait commencer à craquer. Et progressivement, imperceptiblement au début, tout allait se bloquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le lundi matin, mon dernier mois commençait. J'avais décidé de venir au bureau. Je voulais voir ce qui allait se passer. Je voulais observer. Je voulais être là quand tout commencerait à se désintégrer. C'était peut-être de la vengeance, oui. Mais c'était aussi une validation. Une preuve que je n'étais pas redondant. Que je n'avais jamais été redondant. J'ai utilisé mon badge d'accès à l'entrée. Personne n'avait encore changé les systèmes. Brigitte a levé les yeux vers moi avec pitié quand je suis arrivé. Tout le département savait déjà. Les nouvelles se propagent vite dans une usine de 200 personnes. Je suis allé à mon bureau et j'ai attendu. À 10 heures, le premier problème s'est produit. C'était prévisible. Le CNC était en ralentissement de qualité. Les pièces sortaient avec une dérive de température. Maxime a appelé une réunion d'urgence. L'équipe informatique chargée de l'IA a dit que le système fonctionnait correctement, que c'était peut-être un problème matériel. Ils ont appelé un technicien du fabricant. Le technicien a inspecté la machine et a dit qu'elle était en parfait état selon les spécifications. Il n'y avait aucun problème, mais il y avait un problème. Et moi seul, je savais que ce n'était pas un problème avec la machine. C'était un problème avec la façon dont la machine était gérée. À midi, les commandes de Dupont ont été placées en doute. Les matériaux n'étaient pas conformes aux tolérances du système. Il y avait une réunion entre Maxime et l'équipe d'approvisionnement. Ils parlaient d'annuler la commande, de trouver un nouveau fournisseur. Je pouvais les entendre depuis mon bureau. Leur voix montait en même temps que la panique montait. À 3 heures de l'après-midi, Maxime était dans un état de panique manifeste. Je l'ai vu marcher dans les couloirs avec un téléphone à l'oreille, parlant rapidement, disent quelque chose à propos de problèmes imprévus et de défis d'intégration.
À 4 heures de l'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Maxime. « Philippe !» a-t-il dit, et même à travers le téléphone, je pouvais entendre la tension dans sa voix. « Je suis vraiment désolé, mais comment on règle le problème de température sur la grande CNC ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste laissé le silence remplir la ligne pendant une seconde. Juste une seconde. « Ah !» j'ai dit enfin. « Donc l'IA n'a pas d'idée ?» Il y a eu une pause. « Pas pour ce moment. Il semble être un problème anomalien que le système ne reconnaît pas. »« Je vois, » j'ai dit. « C'est intéressant. »« Peux-tu m'expliquer comment on le fait ?»« Non, » j'ai dit. « Je crois pas. » Et j'ai raccroché. Ce moment était pure satisfaction. Pure satisfaction. Et je me sentais coupable de ça. Même maintenant, je me sentais coupable. Parce que je savais que ce qui se passait, c'était pas juste du tort personnel qui était en train de se corriger. C'était une vraie crise qui allait affecter l'usine, qui allait affecter les livraisons, qui pourrait mettre en péril les emplois des autres, pas seulement le mien. Mais j'avais besoin de laisser cela se dérouler. J'avais besoin qu'ils voient vraiment quel était le coût de l'arrogance. À 5 heures de l'après-midi, Maxime a marché jusqu'à mon bureau. Il n'était pas seul. Il était avec le directeur général, Pascal Moreau, un homme de 62 ans que j'avais connu pendant 13 ans, et avec Céline Marchand, une jeune femme brillante du département qualité. Pascal me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. C'était de la reconnaissance, mais aussi de la déception. De la déception envers Maxime, je pense. « Monsieur Ducasse », a dit Maxime, et j'ai remarqué qu'il m'appelait maintenant formellement, pas par mon prénom. « Nous aurions vraiment besoin de votre aide. Il semble que l'intégration de l'IA n'est pas aussi fluide que prévu. »« Pas aussi fluide que prévu », j'ai répété. C'est une façon généreuse de le dire. Pascal a dit quelque chose très légèrement, un sourire léger, qui disait « Il savait que ça allait être comme ça. »« Nous aimerions que tu restes avec nous, » a dit Maxime. « Pas en tant que chef des opérations, mais peut-être en tant que consultant, pour nous aider à adapter l'IA à nos processus particuliers. » Consultant. C'était déjà intéressant. Mais je savais que le problème réel était plus grave que juste les opérations. C'était quelque chose qui pouvait détruire l'entreprise entière si nous n'agissions pas avec prudence. « Il y a quelque chose que je dois discuter, » j'ai dit calmement. Quelque chose de beaucoup plus grave que la température du CNC. Pascal s'est penché en avant. Il avait cette expression concentrée. Il savait que je parlais de quelque chose d'important. « Demain matin, » j'ai continué, ou peut-être lundi prochain, l'équipe d'approvisionnement d'Airbus va faire une vérification de conformité de routine. C'est prévu depuis longtemps. Ils vont demander les certificats de conformité pour les derniers lots que nous avons expédiés. Ces certificats, ils doivent être signés par le responsable qualité certifié, enregistré auprès du programme NADCAP. Ce responsable, c'est moi, mon nom, ma signature, mon enregistrement légal. Il y a eu un silence. Maxime regarda Pascal. Pascal regarda moi. L'IA, j'ai dit, elle peut générer les documents. Elle peut les remplir avec des données parfaites. Elle peut faire tout ce qui se voit sur le papier. Mais elle ne peut pas signer son nom au bas. Et si nous présentons des certificats sans la signature du responsable certifié enregistré, ou si nous présentons des signatures non autorisées, Airbus va le signaler. Et c'est là que commence la vraie crise. Céline m'écoutait intensément. Pascal aussi. Maxime avait l'air de quelqu'un qui réalise qu'il a fait une grosse erreur. L'accréditation NADCAP de Leclerc Industries, j'ai continué, elle dépend de moi. Je suis nommé, enregistré, certifié. Si Airbus signale un problème de conformité avec la signature des certificats, le programme NADCAP va lancer un audit. Et si cet audit découvre que nous avons envoyé des documents sans le responsable qualité approprié ou avec des signatures frauduleuses, Leclerc Industries va perdre son accréditation NADCAP. Et pas juste une suspension, une disqualification permanente. Je me suis penché en arrière et j'ai laissé cela s'installer. « Et vous savez ce que ça signifie ?» j'ai demandé. « Si nous perdons NADCAP, Airbus nous retire de leur liste de fournisseurs agréés dans les 30 jours. Safran aussi, Dassault aussi.
tous nos clients aéronautiques. 70% du chiffre d'affaires de cette entreprise disparaît du jour au lendemain. Leclerc Industries ne survit pas à cela. Il y a eu un long silence. Alors j'ai dit, c'est un peu plus compliqué que d'être juste redondant, n'est-ce pas? Pascal s'est levé. Il a quitté la pièce. Il est allé appeler le conseil d'administration. Pendant ce temps, Maxime regardait la table. Et Céline, cette jeune femme brillante, elle me regarda avec une compréhension qui m'a surpris. Elle voyait déjà le problème. Elle voyait déjà pourquoi cela importait. Le lendemain matin, à 9h, mon téléphone a sonné. C'était Pascal. « Philippe, peux-tu venir à la salle de réunion principale ? On a besoin de discuter d'une proposition. » 1 heure plus tard, j'étais assis face au conseil d'administration de Leclerc Industries. Pascal, bien sûr, mais aussi Thierry Banchamp, le directeur financier, et Madame Joëlle Gauthier, la présidente, et Brigitte, qui était là à prendre des notes. « Philippe, a commencé Pascal, je ne vais pas tourner autour du pot. Nous avons commis une grosse erreur. Nous ne pouvions pas simplement vous remplacer. Pas pour ce que vous faites, pas pour la conformité aéronautique, et même pas pour les opérations apparemment. Nous aimerions que tu restes, a dit Madame Gauthier, non seulement comme consultant, nous aimerions que tu acceptes le rôle de directeur technique et qualité. C'est un rôle de direction exécutive, c'est au-dessus de ton ancien poste. C'est un rôle qui rapporte directement à moi et à Pascal. C'est un rôle qui te place, légalement, comme le responsable qualité certifié permanent de Leclerc Industries. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'écoutais. « Salaire, a continué Thierry. Nous te proposons une augmentation de 35% par rapport à ton salaire précédent, plus une prime de performance basée sur la conformité et la stabilité opérationnelle, et un contrat de 3 ans, garanti, avec option de retraite anticipée à ta discrétion. » Il a poussé un document sur la table. « De plus, a dit Pascal, nous allons te faire enregistrer formellement dans tous les documents NADCAP et ISO comme le responsable qualité certifié permanent. Tu seras légalement ancré dans notre accréditation et nous allons commencer immédiatement à mettre en place un plan de succession pour que dans 5 ans, quelqu'un d'autre puisse prendre ce rôle. Mais ce ne sera pas une surprise et ce ne sera pas sans préparation. » Il y a eu un moment où j'ai simplement regardé le document, puis j'ai regardé Pascal, puis Madame Gauthier. « Et Maxime ?» j'ai demandé. Pascal s'est penché en arrière et a souri légèrement. Maxime a accepté une proposition pour diriger une division nouvelle que nous sommes en train de créer. Une division spécialisée en automatisation pour les petits ateliers. C'est une bonne opportunité pour lui, c'est son domaine. Et ce n'est pas notre cœur de métier. Le conseil a pensé que c'était mieux pour tout le monde. « Et il part quand ?» j'ai demandé. « La semaine prochaine, a dit Pascal. Immédiatement. » J'ai hoché la tête. Je n'avais rien contre Maxime au final. C'était un jeune homme ambitieux qui avait fait une erreur. Mais c'était mieux pour lui de partir. Et c'était certainement mieux pour Leclerc Industries. Mais il y avait encore une chose qui me préoccupait. Je pensais à cette machine CNC. Je pensais à tous les problèmes qui avaient commencé. Et je savais que l'IA était en ce moment en train de paniquer. L'IA qui était censée me remplacer. L'IA qui était censée être la solution. « Je vais accepter, j'ai dit à Madame Gauthier, mais à une condition. »« Oui ?» a-t-elle demandé. « Je veux m'assurer que nous mettons en place un processus qui empêche que cela se reproduise. Que personne d'autre, dans cette entreprise, n'ait jamais à se sentir remplacé ou ignoré. Et que l'IA et toute la technologie apprennent à travailler avec nous plutôt que contre nous. » Elle a souri. « C'est exactement ce qu'on espère. » Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est ce qui s'est passé 3 jours plus tard. Maxime était toujours dans l'entreprise, en train de préparer son départ, et il y avait une réunion de crise. L'IA, voyez-vous, avait développé une solution au problème des certificats. Elle avait analysé tous les documents de NADCAP, et elle avait une idée. J'étais dans la salle quand Maxime a présenté cette idée à l'équipe. Et c'était brillant sur le papier. C'était logique. Et c'était exactement le genre de choses qui aurait pu détruire complètement Leclerc Industries. « L'IA suggère, a dit Maxime, regardant l'écran de son ordinateur, de soumettre les certificats en utilisant les références d'accréditation du programme NADCAP lui-même.
Vous voyez, le numéro d'accréditation du programme est déjà sur chaque document. L'IA recommande de présenter ce numéro comme l'autorisation de signature. Essentiellement, présenter le certificat d'accréditation comme la validation, ce qui contournerait le besoin d'une signature individuelle du responsable certifié. L'IA dit que, techniquement, l'accréditation du programme devrait suffire. Je me suis assis en silence pendant une seconde. Puis j'ai levé la main. Non, j'ai dit simplement. Absolument pas. Pascal me regarda. Cela, j'ai dit, en regardant Maxime directement, cela, c'est de la fraude documentaire aéronautique. C'est exactement ce type de substitution que les auditeurs NADCAP recherchent spécifiquement. C'est un signal d'alerte rouge dans le secteur aéronautique. Si nous faisions cela, si nous soumettons des certificats avec le numéro d'accréditation au lieu de la signature du responsable certifié, les auditeurs de NADCAP ne le verraient pas comme une solution créative. Ils le verraient comme une tentative de contourner les exigences de conformité. Et c'est pire qu'une suspension. Cela déclencherait une disqualification immédiate et permanente. Nous serions retirés de NADCAP pour fraude. Pour fraude, Maxime. Pas juste pour non-conformité. Et à ce moment, aucun client aéronautique ne nous reprendrait jamais. Pas dans 10 ans. Pas dans 20 ans. Maxime regarda l'écran de son ordinateur, comme s'il regardait quelque chose qui venait de dire quelque chose de mal. Ce que, techniquement, c'est ce qui s'était passé. L'IA venait de générer une recommandation qui aurait entraîné la destruction complète de l'entreprise. Et il y a eu ce moment. Ce moment où Maxime et tous les autres dans la salle ont réalisé que j'avais raison. Que je savais quelque chose que ni l'IA, ni les systèmes, ni les consultants, ni personne d'autre ne savait. Que le monde réel de la conformité aéronautique était beaucoup plus dangereux et plus complexe que ce qui pouvait être réduit en algorithme. La salle est devenue très silencieuse. Brigitte prenait ses notes. Céline me regardait avec une admiration que je ne m'attendais pas. Si le système l'IA recommande cela, j'ai dit plus doucement, alors le système d'IA a besoin d'une correction majeure. Il ne comprend pas les nuances du contexte réglementaire. Et c'est un exemple parfait de pourquoi nous ne pouvons pas simplement laisser la technologie faire ses propres décisions en matière de conformité. Pascal se pencha vers moi et hocha la tête légèrement. « Je crois que tu as gagné ton augmentation », dit-il. Au cours des 3 mois suivants, j'ai travaillé avec l'équipe informatique et avec Céline. Nous avons mis en place un processus qui intégrait réellement l'IA à la réalité des opérations, sans la laisser prendre des décisions critiques seule. Nous avons documenté toutes les subtilités. Nous avons créé des garde-fous. Nous avons transformé l'IA de quelque chose qui était censé me remplacer en quelque chose qui était censé m'augmenter. Et cela a fonctionné. 6 mois plus tard, les opérations tournaient mieux qu'elles ne l'avaient jamais fait. Mieux que sous l'ancien système. Mieux que sous celui que Maxime avait essayé d'imposer. Parce qu'il y avait un équilibre. Il y avait une compréhension mutuelle entre la technologie et l'expertise humaine. Et maintenant, 3 ans après ce jeudi noir de novembre, je suis toujours chez Leclerc Industries. Je suis le directeur technique et qualité. J'ai une augmentation de 35%. J'ai un contrat garanti pour 3 ans. Et je suis légalement enregistré comme le responsable qualité certifié permanent. Ce qui signifie que Leclerc Industries n'aura jamais à craindre de crise de conformité dû à un changement imprévu de direction. Céline travaille avec moi. Elle est devenue ma adjointe dans le rôle de responsable qualité. Et ensemble, nous aidons l'IA à devenir meilleure, plus intelligente, plus adaptée aux réalités de notre travail. Et c'est gratifiant. C'est vraiment gratifiant. Françoise dit que c'était une bénédiction déguisée, que si Maxime ne m'avait pas licencié, j'aurais probablement continué dans mon ancien rôle jusqu'à la retraite. Que je me sentirais probablement très peu vu dans mon dernier emploi, alors qu'à la place, j'ai trouvé quelque chose de complètement nouveau. Un rôle qui valorise vraiment ce que je sais, pas juste ce que je fais. Je ne sais pas si elle a raison. Parfois, je me demande encore comment j'aurais pu gérer cela différemment. Si j'aurais pu prévoir ça, préparer ça. Mais vous savez quoi? Je crois que Françoise a raison. Parce que maintenant, quand je me réveille le matin, je suis enthousiaste. Je vais au travail, et il y a quelque chose de nouveau à apprendre. Il y a une nouvelle façon de penser aux choses. Il y a une collaboration avec la technologie,
pas une compétition. Et il y a une responsabilité légale qui me rend indispensable, oui, mais une responsabilité que j'ai maintenant acceptée librement, plutôt que de la subir. Et cette personne que j'étais ce jeudi-là, quand Maxime m'a dit que j'étais redondant, cette personne qui a souri sarcastiquement en sachant ce qui allait arriver lundi, je suis reconnaissant pour elle. Elle a été courageuse. Elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Et elle a été prête à être patiente, à laisser cela se dérouler, à attendre le bon moment pour agir. Parce que vous voyez, c'est ça, la vraie sagesse. Ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas la performance, c'est la patience, c'est la compréhension profonde, c'est savoir quand vous êtes fort et ce qui vient avec cette force. Et c'est savoir qu'à la fin, la vérité émerge toujours, que la connaissance réelle, la connaissance qui fonctionne dans le monde réel, elle ne peut pas être remplacée par un système. Elle ne peut être que complétée par lui, améliorée par lui, énoncée par lui. Et c'est peut-être la leçon la plus importante que je puisse vous laisser. Peu importe quel âge vous avez, peu importe depuis combien de temps vous faites quelque chose, tant que vous continuez à apprendre, tant que vous restez humble, tant que vous cherchez à partager votre connaissance plutôt que de la garder pour vous, vous ne serez jamais vraiment redondant. Vous serez toujours précieux, vous serez toujours nécessaire. Et un jour, quand le monde aura besoin de vous, vous serez là, avec tout ce savoir, toute cette expérience, tout cet amour que vous avez versé dans votre travail. Et ce sera peut-être dans un rôle complètement différent de celui que vous aviez imaginé. Mais ce sera correct, ce sera plus que correct, ce sera merveilleux. C'est l'histoire de mon jeudi noir, c'est l'histoire de comment j'ai perdu mon emploi et comment j'ai trouvé quelque chose de beaucoup mieux. C'est l'histoire de Philippe Ducasse, un homme de Lyon, qui a travaillé pendant 35 ans. C'est l'histoire d'une leçon qui m'a transformé. Et j'espère que pour vous qui écoutez, ça vous donne aussi quelque chose à réfléchir. Quelque chose sur la valeur réelle du travail, sur la valeur réelle du savoir, et sur ce que cela signifie d'être vraiment indispensable dans un monde qui change, mais qui a toujours besoin de sagesse humaine.